On passe au panel suivant. Donc le panel, c'est Pedro Nunes, Marco Tinelli et Thomas Romieux pour parler le roi des opérations digitales. Mais c'est qui le roi des opérations digitales? C'est gonflé de marquer un titre pareil. Donc je vous en prie. Ah ben c'est Marco Tinelli, évidemment. Le roi. Et alors c'est Philippe Rodriguez qui a... Non, je suis trop fatigué, je ne trouve pas de blague. Je cherche la blague à faire là. Tiens, vous ressemblez à Thomas Romieux, on vous l'a déjà dit. Allez, on y va, on va faire les présentations rapidement et puis on va aller tout de suite dans le sujet. Alors, Pedro Nunes, vous êtes le président de... On dit jusqu'à 17h05, d'accord? On finit à quelle heure? À 17h05, c'est possible? Eh bien, on va essayer, bien sûr. Merci, on a beaucoup de choses à dire dans cette table ronde. Pedro Nunes, vous êtes donc le président de Red Bull France. Voilà. Thomas Romieux, qui est le patron du digital LVMH. Bon, on peut dire comme ça. Ouais, et Marco Tinelli, qui est le président du groupe Full Six. Voilà, donc les présentations sont faites, on va pouvoir vite rentrer dans le sujet. Je suis Philippe Rodriguez de l'EBG et aussi le patron de Mix Commerce, l'opérateur de commerce électronique délégué. Alors on va parler de gros sous en fait, puisque c'est le thème, c'est le ROI. On va décomposer ça vite finalement en 2 ou 3 parties. Une première partie qui concerne à dire comment on dépense l'argent et de quel argent on parle. On va parler du budget et un petit peu de sa gouvernance, comment ça se passe dans les groupes et comment ça se passe dans vos entreprises. Et puis pour toi, Marco, comment tu le vois aujourd'hui chez tes clients, bien sûr. Le deuxième sujet, c'est comment on mesure le ROI, comment on mesure cette évolution, qu'est-ce que l'on mesure, où on en est sur ces sujets. On a vu quelques points ce matin, on a parlé d'attribution, management, je voudrais qu'on en reparle, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Et puis on finira sur les 2 dernières questions qui sont un peu à regarder un petit peu le futur avec les réseaux sociaux, les mobiles, et puis parler un petit peu de ces choses-là. Alors on commence peut-être chez LVMH pour la façon dont... Ah Thomas, je t'ai pris à contre-pied. Sur les budgets du digital, on a vu l'étude IDC, elle donne 15% pour l'année dernière, on est presque à 20% pour l'estimation de 2012, donc des augmentations assez importantes. On a vu Nux, j'ai regardé les chiffres, ça faisait un peu moins de 10% du budget qui était en digital. Donc on est dans ces moyennes qui sont en train d'augmenter fortement. Comment ça se passe, la gouvernance en fait, du budget de communication pour qu'il y ait de l'argent qui arrive dans le digital? Ça, c'est ton combat de tous les jours, non? Alors, justement, Philippe, c'est pas tout à fait mon combat de tous les jours. Alors, vas-y. Parce que je m'occupe de beaucoup de choses sur le digital, mais je ne m'occupe pas, en l'occurrence, de l'achat média. Donc, je m'occupe essentiellement de la construction des sites Internet. Et qui reste dans les filiales, en fait. Absolument. Tout reste dans les filiales. Donc, il est important, dans un premier temps, de poser quelques sujets. Le premier, c'est que chez LVMH, il y a 65 marques, qu'elles sont évidemment réparties selon diverses catégories, avec des différences de taille et d'implantation internationale très fortes. Donc, faire des moyennes n'aurait aucun sens, quand bien même j'aurais le droit de citer ces chiffres, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais m'en tenir, sinon à des généralités, du moins à des choses qu'on vit vraiment tous les jours. J'ai des gens de mon équipe dans la salle, donc je vais faire très attention à ce que je raconte. Mais grosso modo, il y a 4 points sur lesquels je vais insister, parce que c'est quelque chose auquel on est confronté très régulièrement sur ces questions de le budget digital, justement. Ouais. La première, c'est que quand on rencontre on dit une maison chez LVMH, quand on rencontre une maison, la première des choses qu'on lui dit sur ces questions de budget digital, c'est qu'on remonte un petit peu en amont de la question et on lui dit d'accord, mais quelle est votre stratégie de marque en général? Ok, très bien. Deuxième chose qu'on veut savoir, c'est dans quelle mesure la stratégie Internet découle de la stratégie générale. Assez souvent, on a affaire à des situations dans lesquelles on considère que l'Internet est une fin et pas un moyen. Pas du tout. Nous, on considère que l'Internet est un moyen au service d'une stratégie plus générale de marque. Donc, deuxième considération. Troisième considération par rapport à ça, on veut faire en sorte de développer ce qu'on appelle un digital feng shui correct, c'est-à-dire faire en sorte à l'intérieur de cette stratégie digitale que la répartition des objectifs et de l'exécution se fasse de manière équilibrée. Assez souvent au cours des dernières années, il y a par exemple eu une dépolarisation en faveur des médias sociaux et au détriment des sites Internet, ce qui est un peu dommage parce qu'encore aujourd'hui, probablement 70 à 80% des gens font avant tout confiance à un site Internet pour prendre de l'information sur les produits. Et on pourrait dire un mix, mais Feng Shui c'est plus joli. Moi j'aime bien Feng Shui. D'autant plus qu'on travaille beaucoup avec l'Asie, donc c'est d'autant plus important. Et donc le 4e point qu'on a par rapport à ça consiste à dire une fois qu'on a déterminé ça, quel est votre budget? Et là, soit on se rend compte que le budget est manifestement en phase avec les ambitions, soit il ne l'est pas, et à ce moment-là, le processus est itératif et il faut revenir tout simplement sur les objectifs. Assez souvent, on constate une décorrélation entre les budgets qui avaient été affectés et les objectifs qui avaient été déterminés au départ. Et le dernier point, c'est qu'on s'arrange de bien faire en sorte, à l'intérieur de chacune des petites cases, que tous les éléments soient bien rangés correctement et qu'ils aient été affectés pour développer la génération de trafic, qui est parfois oubliée. C'est-à-dire qu'assez souvent, on est dans un contexte dans lequel un site se lance
et on n'avait pas planifié la génération de trafic, donc du coup il ne se passera rien. Le deuxième élément, évidemment, sur la construction et la maintenance du site. Le troisième étant sur les frais de fonctionnement relatifs au site, son hébergement, etc. Le quatrième sur les développements de contenu et d'animation. Et le dernier, peut-être le plus important, sur les frais de structure, les frais liés aux personnes qu'on recrute. Et là aussi, l'évolution est importante. On est passé d'un contexte dans lequel on travaillait beaucoup avec des stagiaires ou avec des très jeunes personnes sur le digital, à un contexte dans lequel aujourd'hui, il y a une vraie volonté de monter en puissance, de monter en régime, et la vraie compréhension que les profils digitaux sont extrêmement divers. C'est une sorte de super coach, en fait, sur chacune des entités ensuite digitales de chacune des maisons. Oui, c'est beaucoup de bon sens. Ah, ok. Pedro, sur l'environnement en fait, de Red Bull, alors, j'avais un chiffre en fait, sur l'argent que vous avez dépensé en digital, mais je ne sais pas si je peux le dire. Voilà, je vous laisse la liberté de le faire. Vous pouvez, mais je pense que le plus important, c'est de dire que pour Red Bull, comme nous ne faisons pas du commerce du tout, le digital, c'est vraiment une façon que nous avons d'engager les consommateurs d'une façon complètement différente. Ça, c'est le plus important. Et pour nous, le digital, c'est comme un média. Okay? Dans ce cas-là, on fait des investissements, bien sûr, comme on fait dans les autres médias, mais ça, c'est, disons, plus sur la partie média. Et comme les ventes de Red Bull progressent très bien, chaque année, on augmente assez les investissements. Aussi, si on prend ça à 2 ans, c'était presque 0, donc ça augmente beaucoup. Mais après, la partie la plus importante, c'est tout l'argent qu'on dédie à la production des contenus pour nos sites. Et après, tout le développement des search engines, faire la éditorialisation des contenus, des réseaux sociaux, etc. etc. Donc là. Comment vous faites pour la répartition entre le budget local, puisqu'en fait c'est aussi une marque globale, et qui, j'imagine, fait aussi des investissements dans le digital sur un plan global. Donc comment ça se passe en fait la gouvernance entre le global et le local? Quand on a des projets qui sont internationaux, et là c'est réglé entre nous et l'Inter. Mais après, la grande partie sont des projets locaux. Et là, c'est moi, avec mes directeurs, qu'on décide exactement comment on va faire les budgets. Mais même si je pense à l'équipe, quand je suis arrivé en France il y a peut-être même pas 2 ans, il y avait une personne au digital et maintenant nous sommes 4. Seulement au digital. Après, on a toute la partie d'achat de médias, etc. etc. Donc le digital, c'est vraiment pour développer ces engagements et ces rapports avec les consommateurs. Ok, presque 1 million d'euros dépensés dans le digital, ça y est, le chiffre est affûté. Marco, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur la façon dont les clients arbitrent en fait leurs différents budgets? Mais plus précisément peut-être, on vient de voir le budget local et le budget international, qui est un sujet. On vient de voir le budget entre la maison mère et les filiales, mais aussi entre le sujet qui est un sujet finalement de performance et puis un sujet de, bien sûr, digital pour la notoriété, pour l'accroissement de l'image, la qualité, etc. Les budgets digitaux sont en forte croissance, je pense, absolument partout. Je pense que le marché a plus du mal à fournir des talents que le contraire, donc c'est une extrêmement forte croissance. Ce qui vient se rajouter à la croissance, c'est en effet le fait que jusqu'à maintenant, les acteurs les plus avertis utilisaient beaucoup le web pour des opérations de performance, direct response, avec le ROI au sens très marketing direct du terme au cœur, et que depuis maintenant 1 an et demi, avec les réseaux sociaux qui ont réveillé les gens, mais pas uniquement, on est sur des opérations de marque. Donc en fait, le digital est utilisé pour doper la performance des opérations, quel que soit son objectif. Et donc, aux investissements extrêmement efficaces du search, de l'affiliation, enfin de tout ce qui était très performance-centrique, viennent se rajouter tous les investissements qui touchent beaucoup plus les fondamentaux de marque, la vidéo en ligne, les pages Facebook, qui viennent encore une fois, et je pense que la nouvelle vague qui est en train d'arriver, qu'on vit tout en ce moment, c'est toute la vague du drive to store, c'est-à-dire de la création de trafic en magasin à travers des opérations digitales. Leclerc qui annonce qu'il veut arrêter le papier en boîte aux lettres, est un des symptômes d'un marché qui pousse de plus en plus pour l'utilisation du digital à des fins totalement diverses, ce qui, bien évidemment, accélère la croissance du digital partout. Ok. Sur ces budgets, justement, on sent en fait qu'il y a un gros appétit finalement pour la performance, et on l'a vu notamment dans les journées pour les annonceurs qu'on organise ici à l'EBG, cette volonté de faire qu'une grosse partie du budget finalement bascule dans quelque chose que l'on puisse mesurer, qui soit de plus en plus... Et tu as l'air de dire en fait que par ailleurs on revient aussi à ces budgets qui sont des budgets qui sont alloués à l'image. Mais ils ont toujours existé finalement. Oui, mais qui sont aussi fortement mesurables. Hein. D'accord. Ils sont pas non mesurables. D'accord, mais avec des KPI, avec des... Non, mais je pense que, alors, sur la partie
partie performance, je pense qu'on a vécu une espèce d'énorme surprise de marché de à quel point les solutions apportées par Google et d'autres étaient extrêmement efficaces par rapport à d'autres, et donc une vraie ruée vers l'or sur comment est-ce qu'on peut dépenser un maximum sur ce sujet-là, vu les écarts de performance et ce qu'on connaît par ailleurs. Aujourd'hui, sur cette partie Direct Response, je pense que le vrai sujet, la nouvelle frontière, elle est plus dans ce qu'on appelle le multi-touch. Je suis désolé pour le gros mot, mais qui est de dire, voilà, si au lieu de mesurer uniquement le dernier mètre, c'est-à-dire quel est le dernier contact qui m'a apporté une vente en ligne ou une visite en ligne, je vais revisiter l'historique de cette personne, parce qu'une personne vient 3 à 4 fois avant d'acheter un téléphone mobile, vient 3 à 4 fois avant de choisir une voiture. En fait, on peut réoptimiser la performance en touchant justement des items de marque ou d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des leviers digitaux qui permettent d'amener des gens, de créer de l'intérêt, de changer des comportements, et puis il y en a qui convertissent. Et donc, avec l'évolution des technos, on arrive maintenant à mesurer ça d'une façon nettement plus précise, à être un peu plus fin dans l'attribution de la vente, ce qui va poser des problèmes infinis avec les affiliés, etc. Ça. On va en parler plus précisément tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on rentre dans ce détail-là. C'est des choses que vous faites aujourd'hui chez LVMH, vous rentrez dans ce niveau de détail aussi, le multitouch, ça vous parle déjà, ou vous êtes encore dans LVMH travaille avec nous, donc forcément. Encore une fois, la position dans laquelle je suis, n'étant pas rattachée à une de ces maisons, ne va pas consister à décrire les stratégies respectives de chacune d'entre elles, mais davantage à rester, vous me l'excuserez, parfait, le préambule est fait, dans des généralités voilà, qui peuvent être à la fois prises comme des lieux communs ou éventuellement des trucs pertinents, j'en sais rien, on verra après. Mais l'essentiel là consiste à se dire l'évaluation du post-digital, parce que c'est bien le titre de votre chapitre. J'aimerais de nouveau remonter en amont pour évoquer de nouveau 4 points, mais ils sont importants. Le premier, c'est qu'il y a souvent une perception de l'Internet qui réside dans une approche assez binaire, consistant à dire l'Internet, c'est un média, un peu comme une quatrième de couve de magazine, et je vais y poster un maximum de contenu et de vidéos parce que ça va être très beau et les gens vont aimer ça. C'est évidemment tout à fait important dans le domaine du luxe. Ou alors l'Internet, c'est du commerce électronique. Et là, je peux éventuellement dire que c'est quelque chose de très intéressant à faire, ou au contraire considérer que c'est un tout petit peu limite par rapport à l'image que je veux projeter, les expériences retail que j'ai développées. Alors nous, le discours qu'on tend à développer consiste à dire ces deux éléments existent naturellement. Il y en a un troisième qui parfois est un petit peu passé sous silence alors qu'il est fondamental. C'est la dimension d'Internet comme source d'information pour préparer un achat en magasin. Je rebondirai sur ce que Marco vient d'évoquer, évidemment pas en évoquant l'exemple d'Auchan, parce qu'il est assez loin des univers dans lesquels on travaille, mais finalement, on n'est pas si loin que ça dans le contexte. Autrement dit, on assiste à quel phénomène à l'heure actuelle? Un phénomène par lequel, quelle que soit l'étude qu'on lit en ce moment, on a énormément d'informations consistant à dire les gens sont influencés par des stimuli, puis ils vont en magasin. En tout cas, le modèle classique, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Je fais référence à une étude que Google notamment a publiée il y a quelques mois qui s'appelle le Zero Moment of Truth, qui justement évoque ce point-là et qui consiste à dire 37% des gens dans un acte d'achat sont influencés par la télévision et par une publicité qu'ils ont vue. 41% sont influencés par le vendeur en magasin. La seule chose, c'est qu'au milieu, Internet crée des nouvelles opportunités qui n'existent pas il y a une quinzaine d'années et qui sont le fait que 50% des gens ont été influencés par le site Internet et que 37% ont été influencés par ce qui se racontait sur les réseaux sociaux en général par rapport à la marque. Et ça, c'est absolument fondamental et c'est absolument nouveau et on insiste sur ce point-là et par conséquent sur deux autres choses derrière qui est l'excellence des scénarios qu'on va développer par rapport à ça. Est-ce qu'on est bien présent dans les moteurs de recherche? Est-ce qu'on vous trouve facilement quand on vous cherche? Et quand on arrive sur le site de la marque, tout simplement, aussi basiquement que ça, est-ce qu'on trouve facilement les produits, combien ils coûtent et où ils s'achètent? Et est-ce que tout ça est bien décliné également dans des versions mobiles? Je sais que ça a l'air relativement basique et terre à terre, mais c'est des éléments fondamentaux. Et dernier point, ce sur quoi on insiste aussi énormément, c'est la notion de mesure. C'est-à-dire que de plus en plus, on encourage nos maisons à mesurer leurs performances et à mesurer ces performances par rapport à un univers concurrentiel sur des données aussi basiques que les temps de chargement de page ou les taux de rebond sur la page d'accueil, puisqu'on pense que cette notion de KPI telle qu'on les développe a une fonction pédagogique absolument essentielle, consistant à dire ça n'a pas l'air très sexy, mais guess what, il y a 4% des utilisateurs d'Internet aux États-Unis, pardon, 70% des utilisateurs d'Internet aux États-Unis qui quittent un site s'il met plus de 4 secondes à se charger. Et donc vous êtes dans un contexte dans lequel la e-selling cérémonie que vous développez, puisque c'est quelque chose qui est très fortement développé en retail, est absolument fondamental sur Internet. Il doit répondre à un certain nombre de critères qui parfois ne sont pas la beauté des pages que vous avez faites, mais très basiquement le fait que vous allez tout simplement pouvoir charger rapidement. Ouais. Pedro, qu'on investit de l'argent sur Internet, il y a un moment donné, on est le patron de la boîte, on se dit mais à quoi ça sert tout ça? Donc comment c'est mesuré chez Red Bull France? Pour nous, le digital c'est vraiment une priorité stratégique. Et nous avons des différentes métriques pour bien mesurer. Par exemple, on a lancé il y a 7 mois
un magazine digital qui s'appelle le Red Bulletin, qui existe aussi en papier avec l'équipe. Et c'est le premier magazine digital qui est disponible sur iPad et Android. Et nous avons eu quelque chose comme 70 000 téléchargements de ce magazine. Donc c'est le meilleur résultat que Red Bull a dans le monde, même devant les États-Unis et l'Angleterre. Donc c'est un énorme succès. Quand on lance par exemple des jeux pour les iPhones, ces trucs comme ça, aussi on peut mesurer combien de téléchargements on a fait. Après, comme Thomas disait, on peut voir si on fait une campagne combien de nouveaux consommateurs on va avoir sur notre site, combien de temps ils sont là-bas, quel est le bounce rate, toutes ces mesures, c'est très important pour nous. Mais vraiment, pour nous, le digital, c'est vraiment un outil très très important pour continuer à créer, à développer la marque Red Bull. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'avais un petit film que je voulais vous montrer. Il est calé? Il est calé? Ah, je sais pas. Oui, on me dit oui. Ouais. Alors on peut l'envoyer. Et après j'explique. Ma raison de vivre, c'est de savoir jusqu'où je peux aller. La seule chose à laquelle tu penses, c'est à ce moment précis. Je suis prêt. Allons-y. Quand tu y crois vraiment, alors tout est possible. Donc ici, on a reconnu Pierre Auboul, hein, le gars avec la cape qui se jette. Hein, tout le monde a reconnu. Donc là, l'idée, c'est de vraiment expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Red Bull et vivre le slogan Donne des ailes. Donc ça se passe dans la cinéma, a commencé au cinéma, maintenant en télé. Et il y a un site digital qui s'appelle Red Bull Donne des ailes, où les consommateurs peuvent voir les vidéos de plusieurs athlètes événements Red Bull. Et après, il va y avoir un autre espace dédié, ce qu'on appelle l'engagement. Donc les consommateurs français peuvent mettre en ligne ces idées de projets, de n'importe quoi. Et après, moi, avec des athlètes Red Bull, le Lab, on va encore choisir les autres. Nous allons choisir quelle est la meilleure idée et après mettre en place cette idée. Donc c'est vraiment état. Tout ça s'est fait dans la partie digitale. C'est vraiment donner des ailes aux consommateurs français et faire vivre la marque. Donc ça, c'est un exemple de ce qui est possible de faire dans le digital et avec les autres moyens. Alors, c'est un super exemple. C'est intéressant de voir le mode de fonctionnement. Return on investment, c'est quand même un terme financier. À la fin, c'est faire retourner, faire revenir de l'argent. Oui. Pas seulement des activités marketing, on est d'accord? Oui, on est très d'accord. Donc, comment on pousse le raisonnement jusqu'à ce niveau? C'est-à-dire, on a vu notamment dans le cas Orange Gina Schweppes avec Oasis, en fait, l'impact que ça avait jusque dans le circuit de distribution et notamment l'augmentation en fait, de la rotation des produits, ce genre de choses. Jusqu'où vous allez là-dedans chez Red Bull France? Mais là, chez Red Bull, c'est vraiment une stratégie de long terme. Donc moi, je ne suis pas inquiet de voir quel est l'impact. C'est le gars qui ne mesure pas qui dit ça, hein, généralement. Hein. J'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez dit? C'est le gars qui mesure pas, qui dit moi je suis dans le long terme. Non, nous mesurons très beaucoup, mais vraiment ça c'est une stratégie prioritaire pour Red Bull et donc je suis pas inquiet du tout. Il y a des choses qui sont pas encore ce qu'on nous voudrions, mais la chose c'est que les résultats qu'on a, ils prouvent que ça marche très très bien. Parfait. Après, c'est pas tellement facile comme par exemple quand on parle du e-commerce pour voir exactement quel est l'impact direct. Après, on va faire des études sur la notoriété, sur les valeurs de la marque. Et ça, je suis sûr qu'ils sont beaucoup influencés positivement par toutes les actions qu'on mène sur la partie digitale. Mais après dire que l'augmentation des ventes que j'ai eue de 30%, 5% vient du digital, 10% très difficile, de là. Surtout avec le circuit de distribution. Donc, parce que c'est très, très complexe et toutes les choses travaillent ensemble. Donc, Alors, on va revenir justement sur la chaîne du digital et notamment dans le commerce électronique, grâce à la gestion des tags, grâce en fait à
ce qu'on appelle l'attribution management. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Combien sont familiers justement avec l'attribution management ou qui considèrent en fait maîtriser le concept aujourd'hui, l'utiliser tous les jours? Vous voyez, 3 mains quand même, hein, c'est beaucoup. D'accord. Combien avaient déjà entendu le terme? 4, d'accord. 10, un peu plus. Bon, eh bien, professeur Marco. Il raconte n'importe quoi. Il y a Olivier là-bas, c'est un spécialiste. Il y a 3 ou 4 personnes de Full Six qui devraient savoir. Donc, alors, professeur Marco, on vous écoute. L'attribution management. Non, alors le premier point sur l'évaluation du ROI, je pense qu'il y a une première chose sur tout ce qui est justement non perf et non e-commerce. Je pense qu'il y a un vrai changement qui a eu lieu dans les agences maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est que à la fin, on a arrêté d'utiliser la jargonite un peu trop digitale et surtout les items de notoriété, de couverture, etc. On a fini par accepter et digérer le jargon traditionnel, ce qui permet en fait de comparer des coûts au contact, des coûts au GRP. Donc c'est des approximations, mais néanmoins, on a des mesures de ROI sur ces opérations-là qui ne sont pas forcément les mesures de l'impact business lui-même, mais qui peut être une économie de coûts, qui peut être de l'heure de médias, combien j'ai généré de médias, et donc une économie substantielle. Donc je pense qu'il y a des moyens de mesurer les ROI qui ne sont pas forcément d'aller faire des store checks et de mesurer le sell-out en magasin. Sur la partie attribution management, je pense que l'idée simple, c'est de dire jusqu'à maintenant, les gens qui ont piloté l'acquisition en ligne, pilotaient essentiellement des tableaux de bord qui disaient aujourd'hui j'ai vendu 100 produits et Google m'en a envoyé 22, l'affiliation m'en a envoyé 24, l'affiliation il faut que je leur paye 30 € par tête de pipe, les bannières, etc. etc. Donc on splittait la performance et on mesure la performance par canal, mais qui était le dernier canal d'arrivée. Aujourd'hui, l'attribution management dit tout simplement, en fait, la vie n'est pas aussi simple. Il y a plusieurs médias qui sont en synergie. Je fais des campagnes télé, je fais des newsletters, je fais des choses sur Facebook. Et donc, on trace l'ensemble des points de contact d'un consommateur qui ensuite devient acheteur. Donc, en fait, dès que quelqu'un devient acheteur, on remonte la chaîne. On dit, tiens, cette personne-là, elle est venue 7 fois, mais la première fois où elle est venue, admettons, via Facebook. Donc, Facebook est très décrié parce qu'on dit, ça ne performe pas en termes de conversion. Mais en fait, quand on dit ça, on dit Facebook ne convertit pas en termes de dernière action, dernier clic avant la conversion, dernière action avant la conversion, de dernière venue avant la conversion. Et on peut avoir de fortes surprises. Nous, depuis qu'on a déployé Multitouch, pour dire, en fait, dans l'historique de venue, ces personnes ont découvert mon site via Facebook ou un autre. Voilà. Mais est revenu à la fin via Google, donc ou via un affilié. Donc ça permet en fait de repenser la vraie logique d'un chemin client qui n'est pas. C'est assez rare qu'une personne vienne sur un site et décide instantanément d'acheter, de payer et n'aille pas en parler à son mari, à sa femme, à ses enfants, etc. Donc voilà. Donc ça permet d'être beaucoup plus précis dans le redéploiement et un peu moins court-termiste dans le redéploiement de ces opérations de performance. Ok. Tout le monde sait tout maintenant sur l'attribution management. Si on demande de relever la main, on va voir toute la salle qui. Par exemple, je peux donner un autre exemple. Vas-y. Si on prend, je mets un spot, je sais pas, sur TF1, M6, n'importe quoi, et j'ai 800 000 spectateurs. Ok. Dans une certaine cible. Je ne sais pas s'ils ont fait ça proactivement, ils étaient peut-être passifs, donc l'impact, c'est assez difficile à mesurer. Par contre, je fais un spot avec un athlète de Red Bull, par exemple Mathias Androit de BMX Flat, je mets ça sur Internet et j'ai 200 000 views dans l'espace d'une semaine. Quel est le choix le meilleur? Moi, je n'ai pas de doute. C'est clair, quel est le meilleur choix. Okay. Donc, après, une chose va pas avec l'autre, donc c'est pas que maintenant je vais faire que le digital, mais on doit bien penser, ça doit être toujours du bon sens, mais bien balancé et bien voir quels sont les objectifs. Parce qu'avec, par exemple, le digital, je suis capable de toucher des cibles très précises avec une efficace beaucoup plus élevée que si je vais dans la télé ou dans le print, etc. Donc, c'est vraiment des nouvelles opportunités qu'on a. Quand on n'a pas la dernière chaîne du digital avec le commerce électronique, finalement, comment on fait pour pouvoir mesurer l'impact réel de toutes ces campagnes, comme très bien présenté, Pedro, avec les différents cas? Comment on fait pour mesurer ça si on n'a pas le dernier clic et la dernière conversion? Finalement, on ne va pas beaucoup progresser dans l'offline. En fait, je pense que là, on pose plus moins la question de la mesure que la question de l'impact. En fait, la plupart des annonceurs raisonnent aussi sur des... quand vous faites du boitage en boîte aux lettres, quand vous faites une campagne d'affichage ou quand vous faites une campagne télé, vous n'avez pas un système extrêmement sophistiqué qui vous permet de dire combien ce spot télé qui est passé à 20h02
ou pendant 19h58, combien a-t-il vendu de produits lui-même. Donc on retrouve en fait, et c'est pour ça qu'il faut se fondre dans des systèmes de mesure comparables, parce qu'en fait, pour faire simple, on va dire que le digital est entre 30 et 50% plus efficace que les médias traditionnels. Voilà. Hypothèse de base. Donc, enfin, qui n'est pas une hypothèse, mais bref. Ce qu'il faut, c'est avoir des systèmes de mesure comparables. On ne peut pas demander au digital d'être plus mesurable sur des items non mesurables qui ne sont pas mesurés par ailleurs. En revanche, si on compare le coût au contact, si on compare l'impact, et je pense que l'impact est quelque chose qui est souvent négligé. Il y a beaucoup de gens dans le digital qui disent « mais si je te mesure exactement sur... j'ai un taux de conversion de 62%, mais en fait, ça fait 7 personnes. » Ce qui, quand vous vendez du Red Bull, 7 personnes, c'est hyper intéressant, mais c'est quand même relativement négligeable. Mais c'est quand même 62% de conversion. Donc, je pense que travailler sur les niveaux de volume et les niveaux d'impact qui sont en effet mesurables en grande distribution et en sell-out, ça permet de rejoindre les systèmes de mesure qui ont été utilisés pour les médias traditionnels. McKinsey fait une étude, dit... En moyenne, alors c'est McKinsey, donc c'est un peu l'âge du capitaine, on avait fait tourner plein de data, mais si on met 1 euro, on a 2,5 euros de profit dans le marketing en ligne. Bon, enfin, c'est une première approche. Néanmoins, je pense que le vrai sujet, c'est lever le niveau d'ambition et donner suffisamment de moyens aux opérations dans le digital, que ce soit en drive to store ou sur des opérations qui ne soient pas d'e-commerce, pour que ça se sente, en fait, pour que ça se perçoive réellement dans les ventes. Parfait. Il nous reste 5 minutes pour aborder le sujet en fait du social et du mobile et de comment on calcule en fait ces aspects de retour sur investissement du marketing digital qui est dépensé dans ces environnements. Donc en 5 minutes, ça va être très court. Thomas, déjà, quelles sont les grandes lignes là, sur la façon dont vous mesurez ça? Peut-être on peut commencer par le social. Ce matin, on a été radical. Jérémy Bérébi, il a dit le social, ça ne vend pas. Allez hop, c'est... Mais en même temps, il voulait dire aussi que c'était un média. Le sujet est terriblement compliqué, et il est terriblement compliqué pour une raison extrêmement simple. Les réseaux sociaux, c'est extraordinairement récent et c'est extraordinairement complexe. Donc je pense qu'on est dans les réseaux sociaux, si je peux me permettre cette image, un petit peu dans l'équivalent de la médecine au XVIIe siècle. C'est pas les médecins de Molière, mais enfin grosso modo, on fait une purge, on regarde les trucs, on met des emplâtres avec des cataplasmes, avec des moustiques, etc. De temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Et parfois c'est les rebouteux qui font les meilleures cures. Bon. Donc de fait, non mais il faut oser les choses. De fait, il est extraordinairement difficile de déterminer le point que vous venez d'évoquer. Comme je suis assez scolaire, je me suis fondé pour travailler un petit peu sur ce sujet, sur une étude coup de bol qui vient de sortir, qui est très bien faite, qui vient d'être faite par Forrester sur le ROI des réseaux sociaux. C'est justement le titre de l'étude. En coup de bol, j'ai regardé, il y a pas mal de choses avec lesquelles je suis plutôt très d'accord. Dans cette étude notamment, grosso modo, le consultant vous dit la notion de ROI est un peu réductrice, elle entend immédiatement un rapprochement des ventes, ce que tu évoquais Marco, et dans les faits, il faudrait plutôt parler de retour sur objectif, donc ROO en fait, et la notion d'objectif est intéressante dans la mesure où de plus en plus, de nouveau, comme on est dans un contexte de conseil à nos maisons, on tend à leur dire dans un premier temps, écoutez, très bien, vous voulez faire des opérations sur Facebook, vous voulez faire du Twitter, est-ce qu'on pourrait peut-être rétro-pédaler un petit peu et savoir ce que vous vouliez atteindre au départ? Bon. Dans la mesure où parfois on ne sait pas très bien ce qu'on cherchait, puisque Internet c'est beaucoup de sérendipité, à la limite c'est pas très grave, on va déjà s'arranger pour au minimum créer des petites cases pour savoir ce qu'on va mesurer, ou peut-être qu'après, en rétro-engineering, on redéfinira les objectifs. Fine, tout va bien. Et donc il y a 4 catégories qui sont édictées par Forrester qui me semblent assez séduisantes. Le premier c'est la finance, les dimensions financières, les ventes. Le deuxième c'est les impacts sur vos stratégies digitales en général. Le troisième c'est les impacts sur la marque. Et le quatrième, mais non le moindre, c'est tout l'impact sur l'e-réputation et la notion de risk management autour de l'Internet. Donc si je prends chacun des points les uns après les autres, l'impact sur les ventes aujourd'hui, l'impression que j'ai dans ce que je peux constater à l'heure actuelle, c'est que le e-commerce, je n'ai pas l'impression qu'il est décollé. On en parlait quand on a préparé cette réunion. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple clair dans ce domaine. Les gens, quand ils sont notamment sur Facebook, veulent rester sur Facebook et dans un contexte social, pas nécessairement dans un contexte de transaction, contrairement à ce qu'ils vont faire sur un moteur de recherche. En revanche, sur cette notion d'impact sur les ventes, il est possible, en tout cas moi c'est une hypothèse qu'on peut formuler et qu'on vérifiera, que la notion de reviews sur les sites, tels qu'ils peuvent être faits notamment par des Bazaar Voice, peut avoir un impact vraiment significatif potentiellement sur les ventes et éventuellement sur les taux de retour. Et ça c'est le social commerce, et c'est du social aussi. C'est ce qui Oui, dans une grande mesure c'est du social. Le digital, pareil, l'impact peut être significatif si on prend en compte ces reviews dans la search engine optimisation par exemple, ou si on prend des indicateurs sociaux
sociaux en tant que tels. Et là, les taux d'engagement de ce point de vue-là sur Facebook sont un indicateur, mais un indicateur très complexe à analyser parce que c'est une cible mouvante. Il y a 1,5 million de pages de marque sur Facebook aujourd'hui, et la dernière étude L2 sur le luxe sur Facebook montre que les taux d'engagement ont grosso modo baissé de 50% en un an. Ouais, Donc on est passé de 0,17 à 0,09, au mieux ça stagne, au pire ça baisse. Et c'est relativement normal parce qu'il y a de plus en plus de marques qui s'y mettent et qu'elles travaillent de mieux en mieux. Donc le troisième point, c'est la notion d'impact sur la marque. Là, c'est pareil. Mixed feelings dans le domaine de l'Internet pour le luxe. Aujourd'hui, une marque comme Patek Philippe, par exemple, n'a pas de page Facebook. 40% des gens qui ont liké au moins une marque se sont au moins désinscrits d'une marque l'année dernière. 61% des gens au UK et en France disent que les marques, j'ai pas à être dérangé par une marque sur les réseaux sociaux. L'impact et l'engagement très fort visé des marques sur les réseaux sociaux, quand on travaille au plan global, ce qui est un point qu'on travaille beaucoup, c'est essentiellement un phénomène de pays émergents. Les pays occidentaux sont beaucoup moins dans ce genre d'allégeance. La Chine est un marché sans doute fondamental pour l'engagement sur les réseaux sociaux, probablement un peu moins les pays occidentaux. Le dernier point, c'est sur les réputations. Je crois qu'une des grandes vertus d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est le fait que ça va attirer l'attention des dirigeants des maisons sur la nécessité de monitorer, de suivre régulièrement ce qui se raconte sur leur marque en dehors de leur propre communication. Ce qui est très perturbant pour des marques de luxe qui ont toujours été dans des notions de contrôle importantes. Et à ce titre-là, évidemment, aujourd'hui, notre ambition, et on l'a déjà fait, est de mettre en place évidemment des techniques de suivi d'e-réputation, de manière à suivre la part de buzz et de manière à suivre l'évolution des sentiments qu'une marque peut inspirer au plan mondial, sur Internet, encore une fois, de la part de gens qui s'expriment en dehors de la marque, mais qui ont une forte influence. Parfait, eh bien, c'était super sur l'héroïde. On arrive à la fin, il nous reste que 3 secondes. Alors, c'était super. Je pense qu'on a fait le tour. Pedro, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ben, merci à tous les trois. Merci, voilà, et merci à toi aussi, Merci. Philippe. Et donc, c'est Nicolas de Taverneau qui va faire la clôture. Et alors, on me dit qu'il est là. Ah, ben voilà.